Je vais présenter le cabinet, et comme ça laissera le temps aux personnes d'arriver. Donc, je m'appelle Elan, je suis associée du cabinet Bold depuis bientôt 1 an, mais avant ça, pendant près de 5 ans, j'ai été collaboratrice. Et donc, j'ai travaillé aux côtés de Serge Gatine, Thomas Pénix, 2 autres associés en corporate private equity. On est au total 5 associés, avec Clarisse Bérévy et Léonore Zalen. Et du coup, on accompagne les startups de leur création jusqu'à leur exit. Bold, c'est un cabinet assez innovant, révolutionnaire dans la manière dont on travaille. On accompagne exclusivement des entrepreneurs, des startups. On est full service, c'est-à-dire qu'on les accompagne, que ce soit sur la partie corporate, private equity, dont je fais partie, mais également sur la partie contrat, IP, taxes, droit social. L'idée, c'est vraiment d'être leur partenaire au jour le jour et de pouvoir les aider à se développer. Notre cabinet est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'on a une manière de travailler assez différente des cabinets classiques. On a fait un peu une introspection et on s'est rendu compte que le horaire ne fonctionnait pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un modèle assez atypique qui fonctionne, ceux qui nous connaissent un petit peu, sur le forfait annuel illimité qui vous donne accès à tous les services du cabinet, à toute l'ingénierie, pour vous accompagner dans votre vie, dans la vie de votre société. Au-delà de ce forfait illimité, on propose également des forfaits à part pour des opérations exceptionnelles dont fait partie la levée de fonds. Donc voilà un petit peu par rapport au cabinet. On a autre chose que je peux peut-être ajouter sur la composition du cabinet. On a à peu près une 40aine d'avocats, mais pas que des avocats. On a également une équipe de développeurs, une équipe commerciale et marketing. Donc on fonctionne vraiment comme une réelle entreprise. Voilà un petit peu, vous savez tout sur Bold. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à aller regarder notre site internet, ou encore notre Instagram, Twitter, LinkedIn, voilà, on est partout. Le premier thème qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que les investisseurs attendent de vous quand vous levez des fonds. C'est le premier thème. Le second thème, c'est comment on fixe la valorisation. Troisième thème, les LOI. Donc LOI, c'est Letter of Intention, aussi connu sous le term sheet ou lettre d'intention. Maîtriser un jeu. Et puis, enfin, les étapes clés du deal. Donc, la levée de fonds, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de financement. C'est un peu le mode de financement par excellence de l'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, les banques, en tout cas les financements classiques, ne sont pas forcément adaptés lorsqu'on veut lancer sa start-up et qu'on a besoin d'argent pour se développer. Au niveau, donc, je regarde là aussi, donc, dans le 42, donc je pense que je vais commencer les thèmes directement. Alors, premier thème, qu'est-ce que les investisseurs attendent de vous lorsque vous levez des fonds? Alors, première chose, c'est il faut présenter un projet clair. Il faut que votre produit ou service que vous proposez corresponde à un besoin sur un marché ciblé. Donc, vous avez vraiment ciblé un marché et que votre produit, votre service répond à un besoin. Dans l'idéal, il faudrait que ce projet soit disruptif. Alors, je sais que ce mot, peut-être vous l'avez entendu partout, mais c'est une réalité. Il faut qu'il y ait une innovation dans le service ou le produit que vous allez proposer au marché. Donc, cette innovation, il faut l'avoir testée sur le marché avant d'aller voir les investisseurs. Il ne faut pas y aller tête baissée avant même d'avoir vérifié si ça fonctionnait ou pas. C'est ce qu'on appelle le product market fit. Donc, il faut avoir en amont testé son service auprès peut-être de quelques clients ou son produit et vérifier que ça correspond effectivement à un réel besoin. L'autre élément qu'attendent de vous les investisseurs, c'est d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir vraiment ciblé un marché. Et ce qui va être décisif pour eux, ça va être la taille de ce marché. Plus le marché est important, plus ils vont avoir des étoiles dans les yeux. Alors que vous allez leur vendre du rêve, et c'est ça qu'ils attendent. Ils ont besoin de voir que vous avez un projet avec un potentiel de croissance important. Donc, si vous êtes sur un marché qui vaut, alors allez, on va aller très loin, on va être un peu rêveur, un marché d'1 milliard d'euros et que vous avez pour ambition d'aller capter ne serait-ce que 10% de ce marché, imaginez, alors on va faire un calcul, ça fait 100 millions d'euros, donc ça fait beaucoup d'argent. Et il faut savoir qu'un investisseur, son objectif, c'est lorsqu'il rentre dans une société, c'est de très rapidement envisager sa sortie à
à lever. Alors, attendez, j'ai une première. Je coupe rapidement parce que je vois une première question. Votre discussion est vraiment orientée vers de l'entrepreneur débutant. Est-il possible d'avoir des éléments de conversation plus experts? Alors, je vais me dire ce que je ne sais pas quelle est la typologie des personnes qui nous écoutent tout de suite, mais je pense que ça peut être pas mal quand même de repartir sur du BABA avant de rentrer dans des éléments plus poussés. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions plus pointues si vous le souhaitez. Donc, la taille du marché, pour revenir rapidement, donc, la taille du marché, c'est vraiment important. L'autre point important, c'est l'équipe. Il faut que vous ayez une équipe qui soit cohérente, qui soit cohérente, avec des skills, des compétences variées qui vont être à même de porter le projet et des compétences également complémentaires. Donc, il faut bien choisir ses associés. Autre élément important, c'est le business model. Il faut que le business model soit clair. Ce qui est généralement apprécié de la part des investisseurs, c'est un business model qui est sous forme avec du recurring, ce qu'on appelle du revenu récurrent, avec du coup une croissance potentielle importante. Enfin, dernier point important, quand vous allez voir des investisseurs, il faut quand même se renseigner en amont sur la taille d'investissement qu'ils ont et s'assurer que le projet que vous allez présenter correspond bien à leurs attentes. Donc, pour ça, il suffit de se renseigner un petit peu sur Internet, voir dans quel type de projet les investisseurs investissent, et puis se diriger vers les bons investisseurs et ne pas faire juste une chaîne de mails adressée à tout type d'investisseurs, alors même que certains sont plutôt dans la medtech, d'autres dans la fintech, et que votre projet ne rentre dans aucune des catégories. Voilà très rapidement sur le premier thème. Alors, on va peut-être commencer les questions et les réponses. Donc, n'hésitez pas sur cette première question. Qu'est-ce que les investisseurs attendent de toi? Vous pouvez poser des questions. Alors, toujours la même question, toujours la même liste sur avoir des éléments plus experts. J'ai quelqu'un qui me dit, parlez-nous plutôt des pièges à éviter sur la UI et en quoi vous pouvez aider. Donc, sur la première partie, donc, ce que je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de question. Sur ce qu'attendent les investisseurs, c'est clair que voilà. Une question, donc je pense qu'on va plutôt passer sur, sur la LEI rapidement, parce que j'ai l'impression que des questions sur les investisseurs, il n'y en a pas, ce qu'attendent les investisseurs, il n'y en a pas énormément. Si on a peut-être une, où pouvez-vous trouver ces investisseurs? Ils sont assez connus, les investisseurs, il suffit de se renseigner, parce que le premier moyen, c'est quand même Internet. Donc, vous avez moyen, tous les investisseurs, en tout cas les venture capital, sont accessibles sur Internet. Il ne faut pas hésiter à se renseigner, si vous êtes dans un incubateur ou dans des accélérateurs, à vous renseigner auprès d'eux, parce qu'ils ont souvent un certain nombre d'investisseurs avec lesquels ils travaillent. Quel reporting demandent les investisseurs? C'est une autre question. Alors ça, là, on rentre plutôt dans le vif du sujet, parce qu'ils ne demandent pas de reporting au moment où vous allez les rencontrer la première fois. Le reporting, c'est ce qu'ils demandent une fois qu'ils sont capital. Là, c'est très varié. On a des reportings, souvent, on demande des reportings trimestriels, semestriels, annuels, parfois même mensuels. Et là, il va y avoir toute une discussion, et ça fait partie des points à aborder au stade du term sheet, c'est de savoir quel est le contenu de ces reportings. On essaye de faire en sorte qu'ils soient les plus pertinents possibles, de manière à ce que vous ne passez pas trop de temps là-dessus. Donc, généralement, ce qu'ils vous demandent, ce sont, par exemple, le chiffre d'affaires réalisé, les charges d'exploitation, parfois le nombre de salariés recrutés. Voilà. Vous avez ce type d'informations qui vous sont demandées et ensuite à vous de voir ce que vous êtes capable de fournir ou pas. Ça dépend des investisseurs. On n'a pas toujours les mêmes reportings en fonction des investisseurs qu'on a face à nous. Certains sont très souples et nous demandent de utiliser des reportings trimestriels, d'autres en veulent vraiment tous les mois. Et à vous de voir, de valider avec eux les principales informations que vous êtes capable de leur donner sans que ça vous prenne trop de temps. Alors, y a-t-il des showstoppers en termes de répartition du capital entre les personnes de l'équipe? Alors oui, effectivement, ça c'est un élément sur lequel il faut être très attentif. C'est ce que je disais tout à l'heure.
très rapidement, un des éléments qui est regardé par les investisseurs, c'est l'équipe. Il faut qu'elle soit cohérente, complémentaire, et surtout que les compétences qui sont présentes aident, on va dire, au développement du projet. Il faut que la répartition du capital soit cohérente avec le rôle des uns et des autres. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Si vous avez un projet qui consiste dans le développement d'une plateforme informatique de mise en relation, vous avez dans les associés un CTO. Si le CTO a 5% du capital, ça apparaît très étrange pour l'investisseur parce que c'est quand même la personne qui développe le produit. Donc vraiment, il faut que vous preniez le temps en amont de vous poser la question de comment vous allez répartir le capital entre vous en fonction du rôle des uns et des autres. Deux choses l'une, soit vous êtes 3 personnes et vous avez des rôles totalement équivalents. Dans ce cas-là, une répartition un tiers est tout à fait audible. Si vous êtes que 2 entrepreneurs, là, il va quand même falloir créer, si vous faites du 50-50, ça risque d'être peut-être problématique, de créer parfois des points de blocage. Donc, il va falloir à un moment donné se poser la question de qui est-ce qui a un rôle plus essentiel dans la société, celui sans lequel la société ne pourrait pas se poursuivre, ne pourrait pas se développer. Et c'est comme ça que vous allez déterminer la répartition du capital entre vous. Alors, comment s'assurer de l'investissement humain de l'investisseur dans l'entreprise et pas seulement l'aspect financier? Alors là, ça dépend, là aussi, ce sera à vous, dans votre marché des investisseurs, de sélectionner le type d'investisseur que vous souhaitez dans la société. Il y a ce qu'on appelle des investisseurs dormants, donc ils mettent l'argent dans votre société et puis ça s'arrête là. Et puis, il y a des investisseurs plus actifs. Si vous voulez réellement que ces investisseurs soient actifs, souvent ce qui est mis en place, c'est des boards, des comités, un comité stratégique, un comité de suivi dans la société auquel participe l'investisseur et qui va donc vous aider dans vos choix stratégiques au jour le jour, en tout cas de manière assez récurrente, vous apporter du soutien pour, ça peut être sur des problématiques financières, sur votre management, comment recruter correctement, sur les produits en lui-même, sur la clientèle que vous pouvez aller chercher. Voilà. Il va vraiment avoir un rôle actif. Si vous voulez aller au-delà de ça et vraiment le contraindre d'une certaine manière à vous apporter quelque chose en particulier, il y a un moyen de le faire. Au-delà de son investissement qui va lui donner droit à des parts de capital de la société, vous pouvez y adosser ce qu'on appelle des BSA, des bons de souscription d'actions, qui sont des outils d'intéressement qui peuvent être conditionnés à l'atteinte de certains objectifs. Ces objectifs pouvant être le fait, par exemple, je ne sais pas, que l'investisseur vous ouvre son portefeuille sur le réseau, qu'il vous donne la possibilité, qu'il vous fasse rencontrer X clients. Voilà. Vous pouvez poser vos conditions. Alors, existe-t-il une différence notable entre les critères d'un business angel en amorçage et un investisseur type fonds d'investissement? Alors, effectivement, les venture capital et les business angels, ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau des attentes qu'ils peuvent avoir. Un venture capital, son objectif, ce que je disais au tout début en introduction, c'est qu'il vise très rapidement une sortie. C'est-à-dire plutôt moyen terme, l'échéance est à peu près 5 ans, contrairement à un business angel qui, lui, a souvent beaucoup plus de temps, qui n'est pas pressé pour avoir une rentabilité sur son investissement. Donc, déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, le positionnement est différent. Au niveau des attentes, le business angel, en tout cas de notre expérience, fonctionne aussi un petit peu, un peu au coup de cœur. Voilà, si le projet fonctionne bien, qu'il y a un bon fit avec les entrepreneurs, parfois même si le product market fit n'est pas atteint, ou en tout cas, il n'y a pas encore de chiffre d'affaires réalisé, il n'y a pas de qui pense vraiment que le projet a un potentiel, il pourrait très bien se lancer. Contrairement à un venture capital qui, lui, a quand même des comptes à rendre vis-à-vis de ses propres associés. Et là, il faut être beaucoup plus regardant sur les différents éléments que je vous ai cités tout à l'heure, à savoir la taille du marché, le type de business model, la thèse d'investissement, tous ces éléments. Alors, je
crois que cette question, j'y avais déjà répondu tout à l'heure sur où on peut trouver les investisseurs, parce qu'il y a une deuxième question dans ce sens-là, mais je vais peut-être pas réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a dit alors, sur la valorisation. Sur l'application de la valorisation, alors, avant de commencer à répondre à la question, comment on fait la valorisation d'une startup? Alors là, vous pouvez peut-être imaginer que je vais vous sortir des formules plus complexes les unes que les autres, mais ce n'est pas du tout. La valorisation d'une startup, ça se fait principalement au doigt mouillé. Peut-être que certains n'apprécieront pas cette réponse, mais c'est une réalité. Dans une startup, concrètement, comme on fait, on recherche un certain montant d'investissement et en contrepartie, on ouvre du capital. Ce qui est market practice lorsqu'on fait un premier tour de financement, c'est d'ouvrir le capital autour de 20-25% du capital. Donc, ça permet de valoriser la société à l'envers. Si vous cherchez 1 million d'euros, vous ouvrez 20% du capital, donc ça vous fait, je crois que 4 millions de valorisation, ou 5 millions de valorisation. Donc, vraiment, on fait le calcul à l'envers. Vous allez pouvoir être plus fort dans la négociation de votre valorisation en fonction des indicateurs de performance que vous pouvez présenter à l'investisseur. Ce qui est market practice, encore une fois, c'est 20-25%, mais vous pourriez proposer à l'investisseur une participation moindre si vous avez déjà des indicateurs de performance importants avec, supposons que vous allez faire votre levée de fonds la deuxième année et vous montrez à quel point, durant l'année précédente, vous avez eu un trend de développement important et donc un potentiel de rentabilité à moyen terme. J'espère avoir répondu à cette question-là. Alors, le webinaire, une personne qui me demande est-ce que votre webinaire va évoquer la levée en général ou alors la levée avec des BA individuels et réseaux de BA, donc surtout amorçage. Honnêtement, c'est vraiment la levée en général. On va essayer, et ensuite je vais répondre à vos questions si elles sont plus précises. La réalité, c'est qu'on pourrait faire des heures et des heures sur la levée de fonds, tellement il y a différents stades. Effectivement, il y a l'amorçage, il y a le seed, la série A. Là, j'aimerais plutôt qu'on se focus sur l'amorçage, voire les premières levées de fonds après l'amorçage. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Si vous avez des questions particulières, moi, je ne vous ai pas fait d'exposé, aujourd'hui, je n'ai pas fait d'exposé très détaillé sur toute la levée de fonds. C'est vraiment, j'ai lancé des thèmes abordés rapidement et derrière, poser toutes les questions que vous avez là-dessus. Alors, juste, je vais répondre avant. Où la levée avec des VC, aussi dans le deuxième cas. Alors, qu'est-ce que les VC exigent en termes de cap de capitalisation avec présence de BA? Alors, une des exigences des VC, c'est que vous ayez une cap table équilibrée. Si vous avez en amont, en tout cas avant votre premier site fait du friend and family, de la love money, vous avez été chercher de l'argent auprès de vos proches, etc. Il va vraiment falloir être attentif au nombre de personnes que vous faites rentrer au capital. Si vous avez déjà 10 personnes, 15 personnes au capital, c'est jamais de bonne augure pour les investisseurs. Il bien avoir une capital avec le moins d'associés possible. Pourquoi? Parce que ça réduit les risques de conflits, ou en tout cas de gestion un peu compliquée, parce que vous allez être amené à faire d'autres levées de fonds et vous devrez à chaque fois avoir l'avis de ces business angels. Soyez attentifs là-dessus. Ne prenez pas de l'argent pour prendre de l'argent. Des tout petits tickets voilà, à 1 000 euros, 5 000 euros, nous on les déconseille. Il faut vraiment essayer d'avoir un montant minimum d'investissement pour réduire le nombre d'investisseurs de votre portfolio, en tout cas le nombre de BA de votre portfolio. Alors, quel est le meilleur moyen pour lever un fonds d'amorçage? Alors là, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Quel est le meilleur moyen pour lever des fonds en amorçage? Alors, si c'est ça la question, je pense peut-être que la personne qui la pose s'interroge sur les modes de financement en amorçage. Alors, vous avez différents moyens. Donc, soit vous avez des fonds qui sont dédiés, qui sont des fonds d'amorçage, qui investissent dans les sociétés au départ, au début de leur développement.
Vous avez également des business angels qui investissent. Et vous pouvez également choisir de ne pas les faire rentrer immédiatement au capital et de faire appel à ce qu'on appelle des financements alternatifs qui vous permettent de prendre le temps de tester votre projet, d'atteindre des métriques intéressantes avant de déterminer la valorisation, en tout cas avant d'aller voir d'autres investisseurs pour lever un montant plus conséquent. Ces moyens alternatifs, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le DSAR, peut-être que certains ont déjà entendu parler, qui est en fait un moyen de financement de la société. On trouve des investisseurs, on se met d'accord sur ce qu'on appelle une valorisation floor et une valorisation cap, c'est-à-dire qu'on essaie de plafonner les valorisations auxquelles ils seront amenés à convertir leur investissement, et puis on leur demande de se retrouver à la prochaine levée de fonds, au cours de laquelle ils convertiront leur BSAR en actions sur la base de la valorisation qui aura été négociée avec les prochains investisseurs, avec bien évidemment une décote là-dessus, ce qui va permettre de rémunérer le risque qu'ils ont pris en amont. Ça a l'avantage pour l'entrepreneur d'obtenir de l'argent rapidement sans avoir à passer des mois et des mois à discuter sur la valorisation ou bien à passer différents comités d'investissement du venture capital. Parce qu'il faut savoir qu'une levée de fonds, un roadshow, c'est compté entre 6 et 8 mois de roadshow. Voilà. Alors, comment et quand créer son pool employé si nous sommes en train de lever, mais n'avons rien prévu à ce sujet pour le moment? Alors, ce qui se fait généralement, effectivement, c'est, on sait très bien que les startups, quand elles démarrent, qu'elles veulent attirer des profils, ce n'est pas avec la rémunération que vous proposez, vous allez attirer des meilleurs profils. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les intéresse au capital. On les intéresse au capital comment? Avec des moyens du type ce qu'on appelle les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Donc, ce sont des bons qui donnent droit à terme à des actions sous réserve du temps passé dans la société ou parfois des objectifs atteints. Les investisseurs connaissent très bien cette mécanique, ils poussent même les entrepreneurs à le mettre en place. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'au moment où on fait la levée de fonds, on se met d'accord avec les investisseurs pour mettre en place un pool. Généralement, c'est entre 5 et 10% du capital social qu'on émet en BSPCE. Et puis, le curseur entre 5 et 10 va dépendre de votre stratégie d'intéressement des salariés. Il y a certaines sociétés qui décident d'intéresser tous les salariés de la société et qui vont créer des catégories. En fonction de la catégorie, ils vont attribuer un nombre de BSPCE déterminé. Et donc pour ça, il va falloir un pool assez conséquent. Ça part plutôt sur 10%. D'autres startups, elles considèrent que si elles intéressent des salariés, ce sera uniquement sur des salariés clés. Donc elles vont vraiment cibler les personnes qui en bénéficient et donc vous vont donner un peu plus de BSPC. Donc cet élément-là vraiment est négocié au moment du term sheet. Et puis il faudra être vigilant sur un point, c'est que si vous le mettez en place, il faudra faire en sorte que ça ne soit pas pris en compte dans la détermination de votre prix par action. Okay. Alors je crois qu'il y a un petit souci de son. Je vais vous demander 2 petites minutes pour essayer de régler ça. Bon, je vais prendre. Bon, on me dit qu'il faut que je prenne un casque parce que visiblement vous ne m'entendez pas super bien. C'est le souci technique du direct. Alors, hop, je vais brancher ça et vous allez sûrement m'entendre beaucoup mieux. Hop. Alors là, normalement, le son doit être bien meilleur. Vous me confirmez? Ok, bon, on me dit que c'est bon. Alors, autre question, est-il possible de faire une levée directement de plusieurs millions pour éviter de faire plusieurs tours chronophages au bout de 2 ans d'existence? Quel niveau de métrique doit-on avoir dans ce cas? Alors, est-il possible de faire une levée directement de plusieurs millions? Tout est possible. On a des cas dans lesquels des startups qui ont commencé en levant une location de 2 ou 3 millions d'euros. Après, c'est un cas qui est assez rare. La problématique en levant beaucoup très rapidement, c'est que de toute façon, vous n'allez pas, en termes disons que le rapport de force avec vos investisseurs va être potentiellement déséquilibré dans la mesure où vous serez qu'au démarrage, et donc vous n'aurez pas encore des métriques hyper intéressantes à présenter.
Donc, sur la valorisation, plutôt que d'être, en tout cas, sur la valorisation, sur la prise de capital, au lieu d'être à 20%, vous serez peut-être, voilà, vos investisseurs vous diront, bah, nous, on a encore beaucoup de choses à nous prouver, donc on va plutôt prendre 25 voire 30% du capital si aujourd'hui on te met 2 millions sur la table. Donc, nous, on conseille plutôt vraiment d'y aller step by step, commencer vraiment avec de l'amorçage, avec entre 500 et 1 million d'euros pour un premier tour d'investissement. Commencer à tester votre produit, commencer à recruter. Et puis, il faut savoir que faut aussi savoir gérer cet argent une fois que vous l'avez, parce que les investisseurs sont quand même très attachés au fait que vous gériez correctement l'argent, que ce n'est pas du cash burn important, parce que quand on a de l'argent sur le compte, on peut dire que je vais recruter des masses et des masses, mais ensuite derrière, il faut savoir gérer les équipes, recruter correctement. Donc faire par palier, c'est souvent ce qui est conseillé. Quel niveau de métrique doit-on avoir dans ce cas? Alors ça, c'est très compliqué de répondre à cette question. La réalité, c'est que ça dépend de votre projet. Donc, là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous répondre si vous ne connaissez pas la nature de votre projet. En tout cas, souvent, ce qui se passe, c'est en fonction du type de projet. Le type de métrique, c'est soit le nombre de clients actifs, donc c'est sur l'acquisition de clients. Parfois, c'est par rapport au chiffre d'affaires atteint. Par rapport, donc, si on voit que sur c'est votre deuxième année, si on voit qu'entre la première et la deuxième année, vous avez vous avez une croissance de 100%, 200%, ça, ce sont des indicateurs positifs pour les investisseurs qui montrent que vous êtes effectivement sur un marché important et avec un potentiel de croissance réelle. Alors, sur la psychologie de la valorisation, de votre expérience, quelle est la bonne approche pour avancer en seed round? Est-ce qu'un entrepreneur propose son deal et inclut la valorisation et attend qu'un premier investisseur se dit d'accord, les autres associés? Alors, effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est de toute façon, vous n'allez pas attendre que l'investisseur vous propose une valorisation, parce que là-dessus, de toute façon, vous risquez d'être déçu. Soyez force de proposition, montrez que vous savez ce qui se fait, ce qui est market practice, et donc regardez de combien vous avez besoin. Donc, il faut faire en même temps cohérent par rapport à votre perspective de développement. Et en contrepartie, proposer la fourchette basse. Ça va servir de base de négociation avec les investisseurs. Donc, proposer 20% du capital en contrepartie. Et voyez ce que ça donne. La réalité, c'est que très rapidement, l'investisseur va tenter soit de grappiller quelque part du capital, soit tout simplement vous expliquer que dans leur manière d'investir, ils prennent immédiatement 25%. Mais voilà. Au départ, je pense que ça peut être pas mal que vous soyez force de proposition en prédéterminant la valorisation. Par rapport à la question de savoir est-ce qu'on propose ça et on voit si les autres suivent, ça je suis assez d'accord. Il faut que vous ayez un lead dans vos investisseurs. Souvent, c'est celui qui met le plus d'argent pour éviter d'avoir à discuter avec 3-4 personnes. Donc là, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que vous ayez un investisseur lead et qu'une fois que l'investisseur lead accepte les conditions d'entrée au capital, il faut s'imaginer que l'intérêt de l'investisseur est partagé et les autres sont censés suivre. Il faut vraiment poser un petit peu les règles au départ de manière à ne pas démultiplier les discussions avec différents investisseurs parce que les uns et les autres n'ont pas les mêmes attentes. Alors, du coup, l'entrepreneur demande les investisseurs qui construit le deal en fonction de la réponse. Je pense avoir répondu à la question. Honnêtement, pour vous dire concrètement comment ça se passe, hein, c'est que une fois que vous avez un petit peu déterminé l'investisseur, ciblé l'investisseur que vous voulez approcher, que vous avez présenté votre projet qui vous partage une marque d'intérêt, à ce moment-là, il va vous proposer un term sheet. Et dans le term sheet, vous allez avoir les éléments de la valorisation, le capital qu'il va prendre en contrepartie. S'il ne vous propose pas de term sheet, à ce moment-là, c'est à vous de faire une proposition. Et donc, c'est là que vous pouvez être accompagné, puisqu'enseignant, on accompagne les entrepreneurs en proposant des term sheets avec des termes et conditions favorables aux entrepreneurs. On me dit qu'il faut parler plus fort. Alors, sur des BSPCE, peut-on le faire avant l'entrée du capital d'autres investisseurs, uniquement sur le capital initial?
Alors, vous pouvez le faire avant. Moi, je le déconseille. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous le faites avant et qu'en fait, vous n'avez pas du tout vocation à attribuer ces BSPCE avant l'entrée de l'investisseur, vous tirez un peu une balle dans le pied parce que lorsque l'investisseur va rentrer, il va vous dire que pour calculer le prix par action auquel il rentre, il va prendre la valorisation et il va tenir compte des BSPCE mis en place préalablement à son entrée. Et donc ça, c'est problématique parce que concrètement, comment on calcule le prix par action? C'est le montant investi divisé par le nombre d'actions de la société, en ce compris les BSPCE émis avant. Donc vous voyez bien que votre dénominateur va être important et donc le prix par action va être plus faible et donc mécaniquement, votre investisseur va prendre une part de capital plus importante. Donc ce que je vous conseille, c'est non, c'est si vous n'en avez pas besoin avant l'entrée de l'investisseur, attendez l'entrée de l'investisseur et concomitamment à son entrée, mettez en place le pool, comme ça la dilution consécutive à la mise en place de ce pool de BSPCE va être partagée avec les investisseurs. Est-ce que la partie, alors j'ai une autre question, est-ce que la partie technique du projet, lorsqu'il s'agit d'une startup plutôt hardware, est regardée au même titre que les aspects business model? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Ah oui, pour le hardware. Bon. Je pense que la partie technique est effectivement également regardée quand même quand c'est du hardware. Il faut savoir que le hardware, c'est quand même le type de projet qui, à mon sens, a plus de mal à lever des fonds. Pourquoi? Parce que ça demande énormément d'investissement, parce que vous avez de la production. Et donc, il faut vraiment cibler les investisseurs qui investissent dans le hardware. On a nous, chez Bold, on a quelques startups qui sont dans le hardware. La partie technique est bien évidemment regardée. La taille du marché est également regardée. Et puis le business model également point d'attention pour les investisseurs. Après, là aussi, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que je ne sais pas quel est le type de projet que vous visez. Est-ce que c'est du hardware avec des tests avant? Donc là, je ne pourrais pas plus rentrer dans le détail. Alors, une autre question, faut-il toujours un plan d'investissement pour justifier du montant demandé auprès de l'investisseur? Oui, oui. Effectivement, il va falloir travailler sur un business plan et vous expliquer à l'investisseur pourquoi vous avez besoin de 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, qu'est-ce que vous allez en faire et jusqu'où ça va vous amener. Donc ça fait partie un peu des questions à se poser en amont. Vous ne pouvez pas juste se dire, bon, bah, en fait, je vais avoir besoin de 1 million, mais bon, je ne sais pas trop où est-ce que ça va mener, je ne sais pas trop quel type de dépenses. Il faut quand même préparer les choses en amont, avoir une vraie feuille de route. Et c'est rassurant pour les investisseurs de savoir qu'avec les 1 million qu'ils vont injecter dans votre société, ça va vous amener à de 12 mois, 18 mois, et qu'au bout de 12 mois, 18 mois, vous allez vous lancer dans un nouveau roadshow pour aller chercher des fonds supplémentaires pour vous déployer, accélérer, voire vous déployer à l'international. Alors, combien faut-il coûter en frais d'avocat et autres frais annexes et à une petite levée? Alors là, je vais te parler en fait, de la question de Bold, comment nous on fonctionne. On fonctionne au forfait. C'est-à-dire que les forfaits d'ailleurs sont publiés, sont sur notre site internet. Pour une levée classique SID, il faut compter à peu près 10 000 euros. C'est un forfait par contre fixe, indépendamment du temps passé sur la levée de fonds. Donc c'est un accompagnement jusqu'à la date de closing, quel que soit le temps qu'on y passe. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on de toute façon une facture postérieurement à l'opération, de manière à ce que vous ayez les fonds en amont pour pouvoir régler les frais d'avocat. Autre élément à avoir en tête, c'est que les investisseurs vous demandent de prendre en charge leurs frais d'avocat. Ça fait partie des éléments indiqués dans le term sheet. Donc là aussi, vous pouvez très bien négocier. Ce qui se fait généralement pour un premier tour, c'est pour de 15 voire 20 000 euros côté investisseur. Pourquoi? Parce qu'ils ont la phase d'audit qui est prise en compte. Donc, il faut, c'est 10 000 côté start-up, 20 000 côté investisseur, donc ça fait déjà 30 000 euros. Voilà, ça compte à peu près 30 000 euros de frais d'accompagnement. Si vous avez un leveur de fonds, si vous décidez de passer par un leveur de fonds, bah là, il prend un pourcentage du montant levé.
Donc, généralement, ce qui se fait, c'est autour de 5%. Voilà. Autre question, si la startup est en relation avec plusieurs fonds d'ici, vaut-il mieux choisir les fonds qui sont en début de période d'investissement, donc avec une dispo pour éventuellement suivre la durée suivante? Alors, effectivement, ça peut être une stratégie de vous dire je vais prendre ce type de fonds parce que j'aimerais bien qu'ils réinvestissent, mais il faut savoir que c'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que en fonction de votre stade de développement, le fonds que vous allez faire entrer en amont sera peut-être plus adapté au moment où vous allez vouloir accélérer. Donc après, c'est un petit peu à vous de voir si vous voulez que cet investisseur continue à monter en capital parce que vous estimez qu'il est pertinent dans votre portefeuille, en tout cas dans votre société, ou alors c'est pas important pour vous, et dans ce cas-là, le fait qu'il soit en début de période d'investissement ou en fin de période d'investissement c'est pas déterminant. Vraiment, ça dépend de comment vous allez poursuivre vos phases de levée de fonds et si vous souhaitez vraiment continuer avec cet investisseur ou si vous voulez aller voir ailleurs. Alors, autre question, comment le choix du VC qui investit peut influer sur la stratégie de la startup? Exemple, c'est un peu extrême, mais SoftBank a fait changer récemment la stratégie de certains dossiers en portefeuille à la suite de leur mise en entrée à SoftBank et les pertes en market sur EDR. Alors, ça, c'est assez casuistique, hein, ça dépend. Alors, et c'est là où il va falloir être vigilant, c'est faire en sorte que vous restiez maître à bord, que les lycées, effectivement, vous apportent un plus, vous accompagnent lorsque c'est nécessaire, mais que vous soyez, en tout cas, les plus à même de déterminer la stratégie à adopter. Pour pouvoir limiter en tout cas le risque d'intrusion, en tout cas comment on dit ça, le risque de la part de vos investisseurs, en tout cas de venir influer sur votre stratégie, c'est qu'il va falloir être vigilant parce que vous mettez en place un comité stratégique, un comité d'investisseurs, un comité de suivi, etc. Il y a un certain nombre de listes de décisions qui souvent sont soumises à l'approbation préalable du comité qui va voter à la majorité, en ce compris le vote favorable de l'investisseur limité. À ce moment-là, il va falloir être vigilant sur ces décisions-là qui vont nécessiter l'approbation. Du type le changement de stratégie, des investissements qui dépassent un certain montant. Donc c'est très en amont qu'il va falloir se mettre d'accord sur la manière dont vous voulez que votre investisseur influe sur votre business. Une question, mais je crois à laquelle j'ai déjà répondu. Que la différence entre une LOI et une partnership renouvelable de venture capital, ça je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire la même chose, LOI et partnership, c'est encore une fois le récapitulatif des termes et conditions de l'investissement. Du coup, finalement, on a été un petit peu dans tous les sens, on n'a pas vraiment suivi le thème, mais c'est pas très grave, on va avancer comme ça. Sur une autre question, les VC, donc investisseurs financiers cherchant un PL versus CVC corporate, quel est votre point de vue? Alors, effectivement, en fonction, ça, c'est deux types d'investisseurs totalement différents, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on négocie différemment avec un VC, un venture capital et un corporate venture. Le venture capital, lui, recherche une valorisation, une fois que ça rentre, il veut que la valorisation ne cesse d'augmenter pour pouvoir faire un exit à une valorisation intéressante et donc avoir un multiple, une rentabilité importante sur l'investissement réalisé, et donc un multiple d'investissement, in fine, moins x2, x3, x4, x5 pour l'investisseur. Versus le corporate venture qui, lui, a on va dire un objectif de rentabilité moins important, c'est adossé sur un industriel. Et donc là-dessus, parfois, lorsque vous rentrer en corporate, il faut être vigilant parce que vous pourriez, à un moment donné, être considéré comme un actif intéressant pour l'industriel qui est adossé à ces corporate ventures. Et donc, il va y avoir cet effet-là un peu pervers où une fois que le corporate est capital, il va tenter de chercher par certains moyens de
stopper la valorisation, parce que si votre valorisation ne cesse d'augmenter, l'industriel, si souhaite vous racheter, il vous rachètera à un prix. Donc, quand vous faites rentrer un corporate venture, les éléments sur lesquels il faut être vigilant, c'est la révolution potentielle. Il faut vraiment faire en sorte de maîtriser la révolution du corporate. Donc, comment ça se matérialise? Ça se matérialise via les droits de préemption. C'est-à-dire que lorsqu'on décide dans la société de céder ses titres, il faut s'assurer que l'investisseur n'est pas un rang prioritaire de rachat des actions, mais qu'on ait bien une priorité en fonction du type de cédant. Donc, si c'est un fondateur qui cède, il faudrait que ce soit les autres fondateurs qui rachètent par priorité. Si c'est un investisseur, les autres investisseurs, etc. De manière à garder un équilibre dans la répartition du capital entre fondateurs et investisseurs. Autre élément sur lequel il faut être vigilant lorsqu'on fait rentrer un corporate venture versus un venture capital, c'est au niveau de ce qu'on appelle, je vais rentrer un peu plus dans les points techniques, mais c'est ce qu'on appelle la clause de droit d'entraînement. C'est le DRAG. Donc, c'est en fait une clause qui permet aux majoritaires d'accepter une offre d'achat qui porte sur 100% des titres et de forcer les minoritaires à céder dans les mêmes termes et conditions. Un venture capital va vous dire, moi j'ai besoin que si cette offre elle est acceptée par au moins 50% du capital, j'ai besoin également de donner mon accord avant que les fondateurs puissent vendre. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer de sa rentabilité et que vous n'alliez pas vendre à un prix qui n'est pas intéressant, qui ne leur permet pas d'avoir le multiple d'investissement qu'ils recherchent. Donc là-dessus, aucun problème pour les VC, généralement. On l'accepte, on met parfois une dérogation à ce droit de regard en disant « Ok, alors, vous avez un droit de regard, en revanche, dès lors que l'offre d'achat vous permet, vous investisseurs, de réaliser un multiple d'au moins 2,5, 3, à ce moment-là, vous nous laissez la main pour pouvoir accepter l'offre que vous souhaitez. Pourquoi? Vous pouvez très bien être amené à avoir deux offres concurrentes, une est mieux disante que l'autre. Il faut savoir que les fondateurs, vous avez vocation à rester dans la société qui va être achetée, en tout cas pendant un certain temps. Et donc, parmi les conditions de rachat, vous allez avoir les modalités de poursuite de votre poste au sein de la société acquise. Dans un cas, peut-être que l'acquéreur va vous proposer des conditions qui ne sont pas intéressantes pour vous, avec une valorisation qui permet quand même, du coup à vos investisseurs de faire x5. Une autre offre qui, cette fois-ci, vous en tant que fondateur pour la suite, vous propose des super conditions pour la suite, avec peut-être un earn-out, etc. Mais avec une valorisation qui ne permet pas à vos investisseurs de faire x5, mais plutôt de faire x3. Mais c'est toujours dans leur objectif de multiple. En tout cas, c'est très raisonnable en termes de rentabilité. Si vous laissez, là encore, le droit de regard des investisseurs, ils vont aussi côté financier qui vous intéresse, qui vous arrive derrière, c'est quand même pas trop leur problème. Donc, ils risquent de vous dire, prenez la première. Et la deuxième, on la refuse. Sauf que dans les deux cas, vous avez préservé leurs intérêts financiers. Donc, il faut que vous puissiez, dès lors que l'offre d'achat leur permet de réaliser une certaine rentabilité, à déterminer que l'offre soit acceptée uniquement par la majorité du capital. Donc, là-dessus, c'est pour les venture capital. Pour les corporates, dès le départ, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de droit de regard dès lors que leurs intérêts financiers sont garantis. Et donc, on ne va pas forcément avoir ce double step qu'on peut avoir avec le venture capital, de dire « Ok, on peut avoir votre accord. De toute façon, on a un intérêt commun, c'est que la valorisation soit la plus épais possible. » Le corporate venture, lui, peut, on va dire, biaiser l'utilisation du drag en refusant systématiquement des offres, alors même qu'elle préserve le droit financier, et ce, juste pour vous mettre sous perfusion. Alors là, je grossis le trait, mais vraiment, parce que c'est des cas qu'on a eu, et c'est ça qu'il faut être vigilant là-dessus, vous mettre sous perfusion et donc vous retrouver à devoir accepter une offre qui va être pas très intéressante, mais qui correspond à la valeur à laquelle l'industriel sur lequel repose le venture capital est en mesure de vous racheter. Bon, j'espère avoir répondu à la question, c'était clair. Que se passe-t-il si les fondateurs ne veulent pas vendre leur société, mais continuer à la développer?
Alors, ça, c'est un grand sujet. Il faut savoir que, de toute façon, comme cette rentrée des investisseurs financiers, encore une fois, ils ont un objectif de rentabilité à moyen terme. Généralement, c'est 5 ans. Donc, vous allez systématiquement avoir dans vos packs d'associés ce qu'on appelle une solution de liquidité dans laquelle vous vous engagez au bout de 5 ans. Si dans 5 ans, la société n'est pas revendue, l'investisseur va pouvoir désigner, alors ce qu'on met souvent, c'est d'un commun accord avec le fondateur, désigner une banque d'affaires pour mettre en vente la société et donc récupérer, en tout cas vendre leur participation. Si vraiment vous souhaitez continuer à développer la société et donc ne pas la vendre, à ce moment-là, il faut que vous trouviez un moyen de racheter les investisseurs en place. Donc, deux choses l'une. Soit votre société fonctionne du tonnerre et la boîte a suffisamment de liquidité pour les racheter et les sortir. Donc, c'est le meilleur des scénarios. Soit vous allez voir des investisseurs traditionnels, ou en tout cas qui n'ont pas d'objectif de rentabilité, pas énormément, hein, qui dans ce cas-là, ou bien des business angels fortunés qui, eux, se contenteraient d'une boîte rentable avec des dividendes, etc., pour assurer la sortie des venture capital. Après, il faut savoir un truc, c'est que sur à mesure que vous allez faire rentrer de nouveaux investisseurs, vous allez à chaque fois repartir sur une nouvelle solution de liquidité, et donc qui fait que vous allez avoir une durée au départ de 5 ans, et puis au bout de 2 ans, vous allez faire rentrer un nouvel investisseur qui va vous demander à nouveau 5 ans, et donc ce nouvel investisseur, c'est lui qui va garantir la liquidité de celui qui est rentré avant. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste, parce que ça passe très très vite, et donc il ne reste que 10 minutes. Donc, on va essayer d'aborder le dernier thème qui est sur concerne les étapes P de la levée de fonds. Et on est vraiment juste sur vous donner la visibilité sur comment ça se passe. Donc, concrètement, lorsqu'on lève des fonds, il ne faut pas s'imaginer qu'une fois qu'on a signé le term sheet, que l'investissement va intervenir la semaine qui suit. Pas du tout. Là, vous rentrez dans un nouveau processus. Alors, pas aussi long que votre retour, mais il faut compter quand même entre 4 et 6 semaines pour la réalisation d'une levée de fonds. Donc, vous avez négocié votre term sheet, vous avez fait en sorte que votre term sheet soit le plus détaillé possible, vous avez été accompagné là-dessus, vous avez tous les éléments pour démarrer votre levée de fonds. Une fois que le term sheet est signé, on va démarrer la phase d'audit. Donc là, les investisseurs vont commencer à regarder de plus près ce que vous avez fait dans votre société. Vous allez avoir un audit juridique et puis un audit financier. Donc, vous communiquez une liste de documents à rassembler dans une data room que vous allez fournir sur un mesure que vous regardez. Là-dessus, de toute façon, a priori, vous êtes accompagné par un cabinet d'avocat qui vous expliquera comment les choses se passent, qui va lui-même, sauf si vous n'êtes pas accompagné au départ, un peu pré-auditer la situation. Donc, c'est ce qu'on fait, on pré-audite en parallèle des investisseurs la boîte de manière à faire les régularisations nécessaires avant le closing. Parce que si l'investisseur se rend compte que, par exemple, toute l'IP de la propriété intellectuelle n'est pas dans la société, ça va être un vrai problème. Ou alors se rend compte que vous avez un contentieux qui met en péril la société, là aussi, il va pas risque de bloquer son investissement. Et souvent, dans les conditions spatiales de la réalisation de l'investissement, il y a le fait qu'il y ait des résultats à la suite de l'audit, en tout cas pas d'éléments. Donc cette phase d'audit, elle dure à peu près entre 1 et 2 semaines. Elle décortique un petit peu tout. Et donc, plus vous êtes accompagné en amont dans le développement de votre société depuis la création, moins vous avez de chances de vous faire retoquer par vos investisseurs pendant la phase d'audit. Une fois l'audit passé, vous allez avoir une deuxième étape qui est la rédaction de la part des conseils des investisseurs, du pacte d'associés et de ce qu'on appelle la garantie d'actifs passifs. Le pacte d'associés, c'est juste censé être la version longue de votre LOI. Donc, plus détaillé, donc on s'assure effectivement c'est bien cohérent avec ce qui était prévu dans le term sheet. C'est censé être assez rapide, il ne faut pas avoir de mauvaises surprises. C'est pour ça que mon conseil, encore une fois, je me répète, c'est vraiment important de faire en sorte, au départ, au niveau du term sheet, à bien détailler les différents points pour que derrière, ce soit une étape de rédaction et de juste mettre en musique ce qui a été
pas être assez. Ensuite, la garantie d'actifs et de passifs. Donc là, c'est toutes les déclarations que vous allez faire aux investisseurs en indiquant que tout va bien dans votre société, etc. Et vous allez déclarer ce qui ne va pas. Et là-dessus, si vous avez bien négocié votre term sheet en amont, vous avez en principe indiqué que toutes les déclarations que vous allez faire dans le cadre de la garantie d'actifs et de passifs sont exonératoires. C'est-à-dire que si d'aventure elles venaient se révéler réelles, et donc un préjudice est subi par la société, dès lors que vous l'avez déclaré aux investisseurs, ils ne pourront pas la mettre en œuvre et ne pourront pas vous demander de les indemniser. Donc c'est un peu un travail d'introspection à faire. Regardez, voilà, est-ce que au niveau social, vous n'avez pas de risque au niveau de la durée du travail, est-ce que tout a été fait correctement, au niveau des obligations de conformité avec le RGPD, est-ce que tout est fait correctement. Et s'il y a des choses qui ne sont pas faites ou mal faites, il faut toujours prendre des engagements de régularisation, à échéance 3-6 mois, que vous engagez à faire de manière à rassurer l'investisseur. Donc cette garantie d'actifs et de passifs, on la travaille ensemble, on regarde ensemble, on vous évalue pour que vous puissiez déclarer tous les éléments qui pourraient être problématiques. Ensuite, troisième étape, c'est toute la documentation corporate. Et donc là, c'est nous qui nous le conseil de la startup qui rédige. Donc c'est tout simplement toute la documentation d'assemblée générale qui va décider l'augmentation de capital. Vous devrez réunir vos associés en amont pour décider d'augmenter le capital social au profit des nouveaux investisseurs. Vous, ce sera également l'occasion peut-être de mettre en place un nouveau pool d'intéressement, des BSPCE, des BSA, des souscriptions d'actions pour les advisors, pour les membres du comité, ou pour toute personne qui participe au développement de la société, ou encore les stock options, qui est aussi un autre outil d'intéressement, mais surtout destiné aux salariés des filiales étrangères. Une fois que toute cette documentation est prête, qu'on a échangé, qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on va pouvoir fixer ensemble une date de closing. La date de closing, c'est la date à laquelle vous avez vocation à signer toute la documentation et donc à recevoir les fonds. Le closing, souvent, se tient dans les locaux du conseil de l'investisseur ou bien dans les locaux du conseil de la start-up. Et là, tout le monde se réunit, on signe toute la documentation, on corporate, toute la documentation de l'Assemblée générale est signée par les associés existants. Et ensuite, avec le nouvel investisseur, on signe le pacte d'associés, donc investisseurs et les associés, bien évidemment, le nouveau pacte d'associés, la garantie d'actifs et de passifs. Et à partir de là, votre investisseur versera les fonds sur un compte spécial que vous aurez ouvert auprès de votre banque. Et là, vous avez terminé votre opération de levée de fonds. Voilà. Tout ça pour dire que vous avez quand même un certain nombre d'étapes à suivre et que la levée de fonds ne se fait pas en un claquement de doigts. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus sur les étapes clés de la levée de fonds. Bon, je n'ai pas l'impression. Bon, alors, du coup, de toute façon, il ne reste plus que 3 minutes, donc on va clôturer cette session de webinaire. Merci à tous d'avoir participé, vous étiez quand même très nombreux. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous écrire et puis on va faire un espace nécessaire pour vous répondre. J'ai une question qui vient d'arriver. À quel moment fait-on appel à vous? En fait, il faut nous appeler, je pense, dès lors que vous décidez de vous lancer dans un roadshow. Parce qu'on a un peu un rôle de coaching, c'est-à-dire qu'on vous prépare à la levée de fonds, on vous explique comment ça va se passer, on vous présente les différentes clauses que vous serez amené à négocier de manière à ce que vous soyez plus fort, en tout cas que vous soyez, quand vous échangez avec votre investisseur, que vous soyez conscient des éléments sur lesquels il faut être vigilant. Donc voilà, je dirais au moment où vous faites votre roadshow. Ensuite, donc ça c'est juste sur la partie un peu coaching, un peu vous préparer à l'exercice. Une fois que vous avez trouvé votre investisseur, là aussi, il faut reprendre contact avec nous pour les deux choses. Donc, soit il vous adresse un term sheet, et dans ce cas-là, on va les suivre ensemble. On va faire on va vous dire tout ce qui ne va pas, on va vous expliquer pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut négocier, etc. De manière à ce que vous puissiez discuter avec l'investisseur et lui dire voilà, sur telle ou telle cause, ça ne convient pas, lui donner des explications et puis négocier le term sheet. On est un petit peu en off au moment de la négociation du term sheet parce que l'investisseur discute directement avec vous, il n'a pas encore fait ses conseils et souvent vous êtes plus fort pour négocier avant que le conseil rentre en ligne de compte. Une fois que leur avocat rentre en ligne, on discute avec notre avocat et puis on ne fait pas beaucoup avancer les choses, nous on n'a pas de suite particulier, chacun reste sur ses positions.
donc c'est pas mal qu'au départ, on soit un peu sous forme d'oreillette, on vous accompagne, on vous explique ce qu'il faut négocier, ce sur quoi vous pouvez lâcher, quelles sont les implications de telle ou telle clause. Et puis, une fois que le term sheet est signé, voilà, on vous accompagne de manière plus directe. On se met en lien avec les conseils d'investisseurs et puis on met en musique tout ce qui a été convenu dans le term sheet. Voilà. Alors, ça y est, il est midi. On va clôturer la session. Encore une fois, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous contacter sur notre site directement. Vous avez une page contact une page contact à laquelle vous pouvez poser vos questions et puis on tentera d'y répondre. Et puis si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à nous écrire également. Je vais me dire que si il reste une minute, je vais quand même y répondre. Intervenez-vous toujours en tant qu'avocat de la start-up ou parfois avocat du VC? Alors, exclusivement en tant qu'avocat de la start-up, parce que, encore une fois, on fait le choix de ne pas être en conflit d'intérêt, on veut pouvoir vous conseiller jusqu'au bout, sans avoir de contraintes quelconques. Et donc, on conseille que les start-up, uniquement les start-up. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle c'est vrai. C'est la raison pour laquelle les VC conseillent. On est en face, ça serait bien qu'on ne va pas se laisser faire et qu'on va dès le début. Voilà. Bon, bah, ça y est, c'est terminé. Il est midi. Merci à tous. J'espère vous retrouver peut-être soit en tant que conseil ou bien lors d'autres webinaires, de présentations. Je vous dis à très bientôt. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet ou sur Instagram si vous voulez avoir toutes nos actualités. Merci à tous. Au revoir.